Bonsoir à tous. À l'épreuve de la Covid, la transition numérique a permis au continent africain d'absorber une grande partie du choc dans les services. Cette résilience numérique de l'Afrique a mis au jour de nouvelles perspectives de développement pour le continent, mais aussi de nouveaux risques de sécurité et de souveraineté liés au cyberespace. La sécurité des données est aujourd'hui un enjeu capital. Et avec nos invités, nous analyserons les dispositifs en vigueur et la question de la souveraineté numérique de l'Afrique. Franck Berthaud, éditorialiste entrepreneur in Africa. Merci d'être avec nous. Merci à vous Stéphane. Et avec vous ici en studio, M. Lionel Kokora, consultant, juriste en management de protection des données personnelles chez DPSE. Merci d'être avec nous. Merci. Alors messieurs, on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais avant, quelle est la situation de l'Afrique en matière de révolution numérique? Quel état des lieux on peut faire? Alors, la révolution numérique est en plein boom sur le continent. Tout le monde parle du continent. Par contre, il y a des sujets, dont celui du jour, où on est plutôt en retard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes perspectives, mais c'est des sujets extrêmement sensibles et dont la plupart des dirigeants politiques ou les chefs d'État ont du mal à percevoir l'importance, parce que c'est des choses un peu cachées, un peu invisibles, mais qui sont pourtant beaucoup plus présentes que tout ce qui touche au déficit énergétique ou à des choses qui touchent par exemple l'extraction minière, où on se préoccupe de la souveraineté des territoires plus que de raison parfois. Mais sur ce sujet-là, bizarrement, est-ce que c'est un problème d'état d'esprit, de mindset ou de logiciel à faire évoluer, les choses sont plutôt préoccupantes en la matière. On aura l'occasion de le rappeler. Sur les autres pans, il y a plusieurs niveaux dans la révolution numérique ou dans les potentiels numériques. Il y a des belles perspectives. Maintenant, on parle beaucoup de connectivité au niveau du téléphone, des mobiles, etc. Je rappelle quand même que le continent africain n'est qu'à 30% de connectivité par rapport à l'Asie qui est à 43%, l'Europe qui est à 84%. Donc ça permet aussi de situer les potentiels. Certes, ça va très très vite, ça bouge, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur les infrastructures. Alors, et quand on parle, on voit un peu qu'il y a quelque chose qui se fait déjà au niveau du développement numérique, mais quand on parle de souveraineté numérique, qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique? En fait, la souveraineté numérique peut être définie, je vais dire, de façon très simple, comme étant la capacité d'un État, d'un continent, à pouvoir gérer elle-même ses données, les données de ses concitoyens, etc. Donc, être souverain numériquement, c'est avoir toutes les infrastructures et tout ce qui peut suivre, voilà, pour ne pas avoir forcément à user de transfert de données, ce que la loi appelle transfert de données, c'est-à-dire que, par exemple, je suis installé en Côte d'Ivoire et parce que la Côte d'Ivoire n'a pas assez, n'a pas d'infrastructures nécessaires à la souveraineté numérique, pour le dire ainsi. Mes données sont transférées dans des pays comme la France, comme les États-Unis, etc., où mes données sont abritées. Alors, quand il y a transfert de données comme ça, les autorités ivoiriennes et moi-même n'avons pas de maîtrise sur ce que ces Américains, ces Chinois, etc. feront de nos données. Voilà. Donc la souveraineté numérique, en un mot, c'est ça, c'est avoir tout ce qu'il y a comme dispositif, comme infrastructure pour pouvoir s'auto-gérer surtout en matière de données personnelles. Alors, mais justement, donc, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas encore à développer ces infrastructures pour stocker nos données sur le continent? Alors, il y a des réalités économiques, outre les perceptions psychologiques et logiques. Juste pour vous donner une idée, on sera à peu près à 180 zeta-octets en 2025. C'est le volume global mondial des données. Je ne parle pas de gigas, je ne parle pas de mégas, je parle de zeta. Donc vous rajoutez encore fois 1000. Ça, c'est des chiffres qu'on annonce récemment dans notre hors-série sur le futur de l'Internet, avec notamment des spécialistes comme Stéphane Conan qui travaille beaucoup sur le sujet en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Ça, c'est les aspects mondiaux. Les data centers, parce qu'il y a deux types finalement de capacités pour ces données. Il y a les données, où est-ce que je les stocke, et puis les flux, comment je les organise, pour faire extrêmement simple. Quand je parle de stockage physique dans des data centers, entre les besoins du continent, sur l'ensemble des pays,
qui vont être accélérées encore plus avec cette fameuse ZLECAf qui va accélérer les transferts de données, d'échanges, etc., commerciaux entre États. Il y a un déficit de 700 data centers à l'échelle du continent. Donc quand on regarde ça, et quand on regarde qui finance et qui investit dans les data centers, on a déjà une partie de la réponse. C'est à la fois une problématique de financement, et le financement, celui qui a le plus d'argent sur le continent, c'est l'État, mais qui ne met pas ça au niveau de ses priorités, okay, pour différentes raisons. Et puis on ne peut pas y aller seul. Donc s'il n'y a pas une approche régionale, voire continentale, ça ne marche pas. Donc il y a un tel gap qu'aujourd'hui le continent, alors qu'on est à 1,5 ou 2% des échanges mondiaux, sur le terrain des data centers, le continent, je mets de côté un petit peu l'Afrique du Sud qui est assez loin et assez fort, le continent ne pèse que 1,3% du stockage des données mondiales sur ce monde-là. Donc ça, c'est une réalité. On a beau annoncer 15 data centers, un data center par-ci, par-là, récemment sur le Togo, sur le Bénin, sur le Sénégal, ça n'empêche pas qu'il y a un déficit structurel qu'il va falloir gaper. Et puis, globalement, au niveau mondial, la Chine et les États-Unis, que ce soit en data center ou en intelligence artificielle, dominent à 80%, 90% le monde. Ça veut dire que de façon visible et invisible, aujourd'hui, l'ensemble des données africaines sont détenues par ces deux superpuissances. Alors, ma question, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel déficit? Est-ce par manque de volonté politique? Récemment, dans l'une de nos émissions, on parlait de souveraineté monétaire. On nous a fait comprendre que par mesure de sécurité, comme il y a beaucoup d'insécurité sur le continent, c'est difficile d'avoir ces banques centrales de frapper la monnaie sur le territoire africain. Est-ce que ça aussi, c'est une raison pour laquelle on n'a pas de data center sur le continent en quantité? La sécurité, personnellement, je me dis que un individu qui s'attaque à un data center, vraiment, faut qu'il soit à la recherche de quelque chose de spécifique. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, vu le niveau, j'allais dire, d'éducation, de formation que nous avons avec tout ce qui relève du numérique, je ne pense pas. Aujourd'hui, quand on parle d'insécurité en Afrique, c'est plus les insécurités, le type d'insécurité, braquage de banques, agression, etc., etc. Mais des personnes quand même qui s'attaqueraient à des data centers, il faut vraiment qu'ils aillent chercher quelque chose. Mais le fait est là, les cybercriminels existent en Afrique, la cybercriminalité est de plus en plus développée. On est passé d'un système en griffe, comme on l'appelait, de broutage, à un système de cybercriminels de plus en plus sérieux qui s'attaque à des institutions. Donc la sécurité est toujours quelque chose à prendre en compte, et je pense que l'installation de data centers implique un certain nombre de mesures sécuritaires, que ce soit, j'allais dire, techniques, c'est-à-dire par exemple avec les mesures par exemple avec la technologie de biométrie, voilà, et la sécurité physique aussi, c'est-à-dire le personnel physique qui va se charger de sécuriser les lieux, voilà. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là, et puis voilà. Autre question encore sur l'importance en tout cas de l'implémentation de ces data centers. Nous avons lu quelque part qu'il fallait quand même un certain type de climat. En tout cas, ces data centers avaient besoin de beaucoup de fraîcheur, et que le climat africain ne permettait pas trop. Est-ce que vous épousez cette théorie, cette thèse? Globalement, alors c'est vrai sur le principe. Après, la technologie est tellement évoluée qu'il y a des refroidissements qui sont intégrés dans la plupart des data centers. Après, c'est juste une histoire, de rapport avec la production, parce que tout ça, d'électricité, quand on parle de crypto-monnaie et des fameux mineurs qui frappent à travers des fermes de serveurs la monnaie électronique et la monnaie virtuelle, qui fait tant débat en ce moment et qui fera toujours débat puisqu'elle est bel et bien là. Après, chacun a son modèle économique, spéculatif ou pas. Ça consomme énormément d'énergie. Donc effectivement, plus on est dans des pays où le coût de l'énergie, c'est plus un rapport avec le coût de l'énergie, est faible, plus on va avoir des mineurs qui ne sont pas à confondre avec les data centers. Ça, c'est deux métiers complètement différents, mais qui consomment énormément d'électricité. Simplement, juste pour ramener ça à une échelle, les distributeurs bancaires, les fameux DAB, vous allez chercher votre argent tous les jours, consomment
plus d'électricité que ceux qui frappent la monnaie crypto. Donc c'est toujours des éléments de langage qu'un modèle va utiliser contre son ennemi juré parce qu'il ne veut pas que ce côté virtuel existe. Maintenant, par rapport à la sécurité, les vrais problèmes de sécurité, c'est les attaques, c'est la cyberattaque. Ce n'est pas simplement l'intégrité physique, même si parfois et souvent il y a des complicités. On parle là de données qui sont entre guillemets virtuelles. Elles sont stockées une seconde ici, elles passent en une seconde, en millisecondes quelque part ailleurs. Et ça, il faut être équipé, il faut vraiment des experts, comme le disait Lionel tout à l'heure, pour être intéressé avec un objectif. C'est 4 milliards de dépenses chaque année sur le continent aujourd'hui, la cybersécurité. La cybersécurité, c'est l'équivalent de 10% du PIB africain. D'accord ? Donc si je prends l'économie numérique, et je fais très court, qui pèse à peu près 10% des PIB, de l'ensemble du PIB africain, et que je dis je me préoccupe de ça en tant qu'État, je vais faire 20% de croissance, plutôt que de faire 10% de croissance. Avec mon économie numérique, en disant j'ai mon économie numérique normale pour 50% de mon business, télécom, services informatiques, etc. Et j'ai une autre activité qui pèse aussi 50%, mais que je ne prends pas en compte aujourd'hui, et qui me pèse 10% de ma croissance. Donc je freine ma croissance et je perds ma souveraineté sans investir sur ça et sans créer un nouvel écosystème, des nouveaux emplois, etc. Parce que ce n'est pas un data center qui crée de l'emploi. Toutes les études qu'on fait sur les intelligences artificielles et data centers font qu'en général un data center c'est sans emploi direct, pas plus. Ça veut dire que si je monte sur la digitalisation, j'ai un risque entre guillemets d'ubérisation, et l'intelligence artificielle à terme c'est un emploi sur 2 sur le continent africain. Alors, là encore, une question me revient parce que dans votre argumentaire, j'ai retenu une chose, en tout cas, c'est les cyberattaques et autres. À ce niveau, est-ce qu'il existe une réglementation assez forte, comme on le voit un peu en Europe, pour essayer de réguler ce système ou vraiment canaliser les choses ? Oui, en matière de cybersécurité, il existe pas une, mais plusieurs réglementations à travers l'Afrique. La Côte d'Ivoire principalement en a une, voilà, c'est la loi de 2013 450, voilà, relative à la lutte contre la cybercriminalité. Mais le problème en Afrique, c'est qu'on prend des lois, on vote des lois, mais derrière, le dispositif qui doit suivre pour l'application de ces lois-là ne suit pas, en fait. Voilà. Donc ces lois-là existent bel et bien, mais pour répondre à votre question, elles ne sont pas fortes. Elles ne sont pas au point pour pouvoir lutter contre ce qui arrive. Voilà. Et il y a la convention de Malabo, j'en parlais avec Franck, la convention de Malabo qui existe depuis 2014, qui est une convention qui va prendre en compte vraiment tous les États africains. C'est un peu de ça qu'on a besoin. Mais là encore, les États africains sont à la traîne. Je ne sais même pas s'il y a plus d'une dizaine qui l'ont ratifié. 9. C'est 9, voilà. C'est vraiment désolant en fait. Voilà. Pour arriver à une législation, à une réglementation forte, il faut que tous les États d'Afrique se mettent ensemble. Parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, une autre chose encore me revient, c'est qu'on parle de souveraineté numérique, on a parlé de réglementation, mais ces données qui doivent être protégées, ces données, est-ce que les populations même sont conscientes? Est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation? Elles savent c'est quoi les données? Chaque matin, on voit telle personne venir sur Facebook, sur Instagram, publier des données, des informations sur elles-mêmes. Est-ce qu'elles savent que ça peut leur porter préjudice par derrière? En fait, il y a des paradoxes. D'abord, la réponse est non. Mais c'est aussi l'exemple que, par exemple, un directeur des services informatiques, les DSI, vont vous dire en disant « je me méfie du cloud ». Sauf qu'il utilise son adresse email personnelle depuis 25 ans, qui est déjà un produit du cloud. Oui. Donc on est en plein paradoxe. Okay, parce que quelque part, mentalement, on n'arrive pas à avoir confiance en quelque chose qui est loin, je ne peux pas le contrôler, mais on l'utilise déjà à titre personnel, sur Yahoo, sur Google, pour ne pas citer de marques davantage sur les GAFAM. La deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième paradoxe, et c'est comme l'a dit Lionel, sur les 23 pays qui ont signé la Convention, il n'y en a que 9 qui bénéficient d'autorités de régulation ou d'agences nationales de sécurité informatique. Parfois, comme sur le Bénin, on fait une seule institution qui fait les deux. Des fois, on prend un autre modèle, chaque pays a son modèle. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'approche régionale et continentale. Or, c'est un problème,
on parle d'Afrique, donc on parle des 54 ou 55 continents suivant les démembrements des pays qui sont concernés par ça. Si ce n'est pas une approche concertée, ça ne marchera pas. Le paradoxe aussi, il existe sur qui se fait hacker. Il y a 10 jours, c'est la RTP, donc l'agence de régulation des télécoms du Sénégal, qui se fait hacker. 150 gigas de données personnelles. Les hôpitaux en ce moment en France ou en Europe qui se font hacker. C'est pas quelque chose qui est fait par hasard. C'est là où se trouvent des données sensibles qui vont se revendre sur un marché, Darknet ou pas, et qui font l'objet d'une commande. Donc c'est un business. Si ce business-là, on ne l'agrège pas de façon professionnelle, c'est pas la personne qui est planteur, qui est au niveau de sa zone cacahuète à Daloa ou ailleurs, qui va être préoccupée de « je ne savais pas » ou pas. Et donc, il y a un moment, il y a un problème d'information, il y a un problème de formation aussi, sur la capacité à appréhender ce genre de choses. Il nous manque beaucoup de professionnels, là je parle sur la partie employabilité. La plupart des études qui sont faites aujourd'hui sur les professionnels du IT et les métiers de l'informatique ou du numérique en Afrique, notamment les dernières qui sont publiées par Michael Page Technologies, disent « moi je manque de profil sur 2 métiers, la cybercriminalité ». Okay. Et puis ce qu'on appelle le data science, c'est-à-dire la capacité à agréger, gérer, architecturer, profiler, segmenter, faire du prédictif sur les données personnelles. En Europe aussi, cette fameuse réglementation sur les banques, vous savez, les petits SMS que vous recevez qui vous confirment que vous venez de faire une opération bancaire, normalement c'est interdit depuis 2 ans, c'est toléré depuis 2 ans parce que d'un point de vue informatique, en Europe, on ne sait pas répondre. Or, il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui savent répondre. L'idée, c'est de les faire travailler en open innovation ou en co-développement avec les grands réseaux bancaires. Alors, M. Kokora, je me retourne vers vous. Quand on parle de données personnelles, comment est-ce qu'on peut protéger ou comment est-ce que les populations peuvent se protéger? Puisque finalement, on comprend que ces données-là ont un coût qui intéresse vraiment certaines entreprises ou certaines personnes. D'accord. En fait, parlant de données à caractère personnel, on est d'accord. Je pense qu'on sait déjà que c'est toutes les informations qui se rapportent à une personne donnée. Ces informations-là peuvent être directes ou indirectes, c'est-à-dire même si ce n'est pas par mon nom, ça peut être par l'immatriculation de mon véhicule, ça peut être par mon numéro de téléphone. Alors, protéger les données personnelles, c'est d'abord avoir conscience que ces données-là ont une valeur, comme vous l'avez dit, ont une valeur entre les mains de certaines personnes. Donc, c'est la sensibilisation. La première étape de la protection des données personnelles, c'est que la personne elle-même soit sensibilisée à ce fait-là. Comme on le dit, le premier gardien de vos données, c'est vous-même. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui aujourd'hui publient sur les réseaux sociaux de façon intempestive. Est-ce que ces personnes-là savent, j'allais dire, où est-ce que leurs images et tout ce qu'elles publient sur leur famille et souvent sur des personnes qui ne les connaissent pas? Parce que souvent on se retrouve dans des endroits publics, voilà, à se faire des selfies et derrière on a des inconnus qui sont en train de passer. Mais ces inconnus-là ne vous ont pas dit qu'elles ont envie de se retrouver à un moment précis sur votre page Facebook. Et on n'a pas cette culture-là de vouloir de flouter les personnes qui ne sont pas de notre entourage, tout. Ça peut porter préjudice indirectement à des personnes. Là, une personne normale, c'est-à-dire, je vais dire, un citoyen lambda, peut avoir, pour avoir publié une photo sur Facebook où quelqu'un d'autre apparaît, peut se faire poursuivre. Cette personne-là, si cette photo-là lui porte au préjudice, je prends un exemple assez simple. On imagine un employé qui demande une permission à son patron parce qu'il est malade, voilà, tout. Et pourtant, il se rend à la plage, d'accord, avec son épouse. Et vous avez votre smartphone, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, comme on le dit. Vous avez votre smartphone et à la même plage, vous faites un selfie avec cette personne-là en arrière-plan. Et vous publiez sur Facebook, les photos se partagent. Et puis par hasard, par le plus grand hasard, le patron tombe sur la photo. Voilà quelqu'un qui se voit exposé en fait. C'est vrai qu'il a menti au travail, mais ça, ce n'est pas à votre niveau. Il se voit exposé. Donc la sensibilisation, la réglementation qui doit être revue au niveau de l'Afrique en général, parce qu'il y a beaucoup d'États africains, beaucoup d'États dans la sous-région ouest africaine surtout, qui ont des réglementations, mais ces réglementations-là restent à revoir.
à commencer par la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, parce que nous faisons des études, des textes, nous faisons une étude comparative de tous les textes en matière de données à caractère personnel et on se rend compte qu'il y a vraiment matière à toiletter tous ces textes africains. Derrière ces textes-là, la véritable protection va venir maintenant de la force des différentes autorités de protection qui seront mises en place. Voilà. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, vraiment en matière de protection des données à caractère personnel, la commission sénégalaise en charge de réguler ce secteur-là vraiment a fait de gros efforts et c'est vraiment un exemple sur lequel les autres autorités au niveau de l'Afrique en général peuvent se baser pour construire vraiment une protection des données à caractère personnel forte en Afrique. Alors justement, pour rebondir encore sur le volet du Sénégal et de tout ce qui est fait, la réglementation, on a vu que principalement ceux qui gèrent ces données-là ou qui structurent, c'est principalement les structures de télécommunications. Et on voit qu'en Afrique, principalement, ce secteur-là appartient au privé. Donc, la question des données est entre les mains des investisseurs privés. Est-ce que là, ça ne fait pas une petite tâche à la souveraineté des données numériques de l'Afrique ? Après, on rentre dans des logiques de liberté et d'identité. Quelle est mon identité numérique ? Et qu'est-ce que j'attends de l'État ou de la région où je suis en termes de liberté numérique ? C'est comme un passeport, une identité numérique. Je me dois en tant que citoyen, quelle que soit mon application publique, citoyenne, sociale, business, etc., j'ai ma propre identité numérique. Donc tout commence par c'est quoi cette identité numérique et comment, de façon régalienne, un État, en fonction de sa politique, sa vision sociétale, etc., va garantir plus ou moins ma liberté numérique. Après, la deuxième chose, c'est effectivement, les données, elles sont soit stockées, soit échangées, et en règle générale, elles proviennent d'un ordinateur ou d'un téléphone. Okay ? Il y a à peu près 29 milliards d'objets connectés ou de devices, téléphones ou etc., qui existent aujourd'hui dans le monde. Il y a 2 milliards, 1,9 milliard de sites internet qui sont actifs, et l'ensemble de ces données, qui les produisent, c'est les GAFAM d'un côté, okay, ou qui d'abord les mettent en accès. 90% des recherches sur Internet sont faites sur un moteur qui s'appelle Google. C'est le seul acteur qui a investi, comme par hasard, au Ghana, juste à côté, pour faire un master en IA intelligence. C'est-à-dire qu'on forme des gens, Bac+5, Bac+6, sur du data science. On n'est pas sur des espaces francophones, on est sur des espaces anglophones. Donc il faut aller plus loin aussi dans l'analyse pour dire qu'est-ce que ces gens-là font à Accra. C'est très bien de former des jeunes, mais ils ne le font pas gratuitement. Ils offrent aussi, ces GAFAM, à peu près 60 000, l'équivalent de 60 000 connexions gratuites en termes d'Internet gratuit dans 23 pays africains. Okay. Les fameux débats avec nos amis chinois, c'est la même chose, sur les moteurs de recherche Baidu ou d'autres, et en même temps sur les opérateurs intégrateurs, qui ne sont pas forcément des gens qui vous fournissent, comme MTN ou Orange, de la donnée. C'est ceux qui sont dans une chaîne des valeurs qui est beaucoup plus importante et critique sur l'infrastructure, sur la sécurité de l'infrastructure, avec des fameux débats publics et pas tellement stratégiques. C'est quand ça sort qu'on en parle, mais quand on est dans les arrière-boutiques et qui contrôle quoi, pour intégrer de la fibre optique, pour enterrer de la fibre optique, il faut être habilité défense. C'est-à-dire qu'au minimum, la marque, qu'elle soit Alcatel, qu'elle soit Huawei, qu'elle soit câble opérateur, est habilité de défense parce que c'est tellement critique que c'est seul le ministère de la Défense, en plus du ministère de l'Intérieur, qui va donner certaines autorisations. Donc on est dans de la criticité. Cette criticité, quand je la confie à Huawei, est-ce que je fais un bon choix ou pas ? Par rapport à quoi ? Où ces données vont ? Qu'est-ce qui est marqué dans le contrat ? Je ne sais pas. Donc ça fait parler au Togo quand la 5G est arrivée sur Huawei, ça fait parler dans un autre pays. Il y a des organisations régionales comme Smart Africa qui dépendent un petit peu de l'Union africaine, on ne les entend pas sur ces sujets-là. On ne les entend pas sur la souveraineté africaine. Ils font de temps en temps des opérations événementielles, mais c'était censé être une réponse à deux choses stratégiques. La fracture numérique côté usager, pour avoir un taux de couverture maximum en Afrique et faire que tout le monde soit connecté, et en même temps sur des sujets sensibles de sécurité. On ne les entend pas sur ce sujet-là. Qui prend le leadership sur ce sujet-là ? Et donc, il y a un moment, ça pose un problème. Chaque année, sur le continent, il y a un déficit d'infrastructure de 200 milliards de dollars. Okay ? C'est le coût de la Coupe du Monde au Qatar.
Dans ces 200 milliards, il y a à peu près 20 à 30% qui manquent côté informatique, parce qu'il n'y a pas que des infrastructures numériques, il y a les routes, il y a les ponts, il y a l'eau, il y a l'électricité, etc. Donc c'est un vrai sujet stratégique où la part de l'usager est plus du domaine du citoyen et c'est quoi mon identité numérique. Et après, les GAFAM ont pris le lot bien plus que les opérateurs. C'est au-delà de cette chaîne de valeur qui est en bout de chaîne et qui dit j'ai un téléphone. Mais pour avoir un téléphone, il y a un câble qui vient soit par le satellite, soit par la mer, et qui fait qu'il y a un moment, j'ai un tuyau que j'ouvre plus ou moins. D'accord. Messieurs, merci encore pour vos contributions. En tout cas, en matière de souveraineté numérique, l'Afrique a encore du chemin à faire. Formation des compétences, renforcer les textes, mettre surtout ces textes en application et construire beaucoup plus d'infrastructures de data centers dans ce sens et sensibiliser davantage nos populations quant à la protection des données personnelles. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.